Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à des conseils pour les personnes qui veulent travailler ou qui travaillent ponctuellement avec des enfants et notamment dans des services plutôt aigus. Ça va être un petit peu en vrac parce que c'est compliqué de faire quelque chose de structuré avec ça, mais on va aborder plein de petits tips, de petits conseils qui peuvent vous faciliter, voire vous sauver la vie en pédiatrie. Comment perfuser de manière optimale pour ne presque plus jamais rater sa perfusion en dehors des veines compliquées chez les enfants. Comment faire de la distraction, comment amener les parents dans le soin, les règles d'or à respecter. La vidéo sera chapitrée, donc si vous voulez directement accéder à une partie qui vous intéresse, vous pouvez tout simplement dans la barre de défilement. Pour les personnes qui ne le savent pas, je suis infirmier anesthésiste depuis 2 ans. Je travaille à 40% en SMUR pédiatrique et 60% en SMUR adulte. Mais avant ça, en tant qu'infirmier, j'ai bossé en réanimation pédiatrique et aux urgences pédiatriques. Donc les conseils que je vais vous donner, en fait, ils m'ont été donnés par d'autres personnes. Et aujourd'hui, c'est un peu le journal intime dans lequel j'ai marqué tous les petits conseils que j'ai pu apprendre et utiliser au cours de ma carrière et qu'aujourd'hui je choisis de vous transmettre dans cette vidéo. Personnellement, quand je suis arrivé aux urgences pédiatriques, c'était directement après l'école et je n'avais quasiment jamais posé de cathéter, donc c'était vraiment le truc qui était ma hantise en arrivant parce que je savais pas faire ce geste là. Aujourd'hui, après tous ces services etc., le cathéter est le geste qui me pose le moins de soucis possible, que l'enfant soit un prématuré de 28 semaines ou un adulte obèse par exemple. Parce que c'est avec la pratique et les conseils que je vais vous donner pour la pédiatrie qu'on permet d'obtenir de meilleurs résultats. Donc c'est parti pour 10 conseils pour perfuser un enfant. Le premier conseil, c'est de regarder de partout, de ne pas s'arrêter à la première veine que l'on voit. Attention, c'est pas parce que l'on voit bien une veine qu'elle sera forcément facile à perfuser. Il faut regarder de partout et notamment chez les tout petits. Typiquement, le pli du coude qui est le plus facile chez l'adulte ne sera pas forcément le plus facile chez lui. Regardez les mains, qui doit être le premier site d'intention chez les enfants. Vous pouvez regarder les pieds en deuxième intention et le pli du coude en troisième intention. Et en quatrième intention, même si ça se fait plus trop, on peut regarder aussi le crâne en dernier recours. Le deuxième conseil, c'est de toujours faire le soin à deux aux urgences pédiatriques. On ne fait jamais de soin tout seul dans des urgences polyvalentes. Attention de bien veiller à vous faire accompagner par un ou une aide-soignant auxiliaire de puériculture. Ce sera 1000 fois plus simple d'avoir quelqu'un qui vous tient la main correctement de l'enfant. Et ne demandez jamais aux parents de vous tenir la main parce que déjà ce sera dur pour eux et parce qu'ils le feront pas correctement et que ça vous mettra plus en difficulté qu'autre chose. Troisième conseil, réchauffer l'enfant. Un enfant qui a froid va avoir ses veines qui vont vasoconstricter et du coup vous n'allez pas pouvoir les voir. N'hésitez pas à utiliser un sèche-cheveux, il y a plein d'urgences pédiatriques qui sont équipées de sèche-cheveux. 4. Chez les enfants, on ne sent pas les veines généralement, mais on les voit. Il ne faut pas attendre d'avoir la sensation au bout du doigt pour pouvoir piquer. Surtout chez notamment les bébés. Vous n'aurez pas de petites boursouflures comme chez l'adulte. Et 5e conseil, même si on ne les voit pas, on peut quand même piquer à certains endroits anatomiques. Notamment au niveau de la main, vous aurez toujours une veine entre le 4e et le 6e doigt. Donc vous pouvez piquer dans cette direction-là, que ce soit un adulte ou un enfant. Mais chez les enfants, vraiment, cette veine-là, que vous ne la voyez que vous ne la voyez pas, elle est là. En premier recours, essayez d'aller voir une veine que vous voyez, mais si jamais vous galérez, n'hésitez pas à perfuser cette veine-là. Et 6e conseil, vous avez une petite veine secrète au niveau de l'intérieur du poignet. Oui, ça fait mal. Non, vous ne pourrez pas mettre de gros calibre sur cette veine, mais c'est une veine qui est solide. Vraiment, c'était devenu ma veine préférée aux urgences pédiatriques en dernier recours, parce que vraiment, certes, vous mettez du petit calibre à l'intérieur, mais c'est une veine qui tient. Donc il faut vraiment y aller tout doucement pour ne pas la péter, mais c'est une veine, une fois que le cathéter il est en place, l'enfant il peut bouger, etc., il n'y a pas de problème, il faut bien la protéger, mais vraiment, elle est bien. 7e conseil, il faut mettre un cathéter adapté au calibre de la veine. Un cathéter trop petit va avoir tendance à venir se plicaturer et va potentiellement faire une brèche dans la veine en remontant. Si vous avez un enfant qui a 1 an et qu'il a une veine qui permet de poser un bleu, vous mettez un cathéter bleu. Il faut poser un cathéter adapté parce qu'encore une fois, trop petit, ça peut vous mettre en difficulté. 8e conseil, il ne faut pas essayer de monter le cathéter avec une seule main comme chez l'adulte et notamment chez les tout petits. Je ponctionne la veine de la main gauche et ensuite je ne le monte pas avec la même main, je lâche parce que de toute façon j'ai quelqu'un qui me tient la main et avec la deuxième main je viens faire glisser millimètre par millimètre le cathéter. Il faut être doux avec les veines des enfants pour ne pas les éclater. Et 9e conseil, il ne faut pas essayer forcément de le monter à la
la main. Si jamais vous sentez que ça bute, etc., stoppez la progression du cathéter, reliez votre seringue de sérum physiologique et montez en poussant tranquillement pour vérifier que ça ne gonfle pas. 10e conseil qui est hyper important, protégez bien la peau en dessous de la valve. Si vous mettez une valve anti-reflux, ça fait facilement des escarres. Et pensez à bien emballer la main des enfants en laissant le pouce libre si jamais ils sucent leur pouce. Vous faites un bandage, vous faites une mouffe, tout simplement. Et protégez bien votre cathéter. 11e conseil, mais qui n'est pas vraiment dans la pose de cathéter, pour les prises de sang, faites du goutte à goutte bien évidemment, ne cherchez pas à mettre les tubes sur un dispositif pour adultes. Passons maintenant à la distraction, ça va être hyper important et il existe pas mal de choses pour distraire un enfant. La première chose, et peut-être la plus efficace, c'est les dessins animés. Peppa Pig, je connais par cœur parce que j'en ai mis énormément à des enfants aux urgences. Ils vont être absorbés par l'écran, donc l'écran ça a plein d'effets négatifs sur le développement des enfants, mais en l'occurrence, ça aide beaucoup pour la distraction. Vous avez ensuite le Méopa, le fameux gaz hilarant qui va permettre de déconnecter l'enfant de la réalité. Là aussi, il faut pas mettre le Méopa et tout de suite faire le geste, il faut attendre que l'enfant il soit déconnecté. Et pendant que vous avez le Méopa, vous pouvez faire ce qu'on appelle de l'hypno-analgésie. Il y a l'hypnose et il y a l'hypno-analgésie qui est un peu plus basique, où tout simplement vous lui racontez une histoire qui est en lien avec ce que vous êtes en train de lui faire. Si jamais vous lui parlez par exemple de son chat, vous lui demandez si elle a un chat, vous lui parlez du prénom de son chat d'un coup, et au moment où elle est connectée, tu lui dis ah ben il y a un moment le chat il te griffe, et c'est le moment où tu vas piquer avec ton cathéter. Et en général l'enfant ne va pas bouger parce que ça faisait partie de l'histoire que vous étiez en train de lui raconter et le gaz l'avait déconnecté de la réalité. Il ne faut pas utiliser certains mots, n'utilisez pas le mot piqûre, n'utilisez beaucoup le mot moustique qui est beaucoup plus mignon par exemple. Ne pas dire ça ne va pas faire mal parce que l'enfant il va retenir faire mal, ça c'est vraiment des éléments de com à éviter. Essayez au maximum de le distraire en lui faisant penser à autre chose. Concernant la perfusion de soluté, il ne faut jamais faire de débit libre à un enfant au risque de le remplir trop. Soit vous mettez dans une pompe volumétrique adaptée en réglant un volume maximal, soit vous mettez au pouce seringue, c'est-à-dire que vous faites un Y, vous mettez un robinet auquel vous reliez votre seringue, de l'autre votre perfusion, et vous faites des va-et-vient entre les deux. Vous remplissez votre seringue à partir de la poche, puis vous tournez le robinet vers l'enfant et vous réglez le débit, ou alors vous faites votre remplissage à la main. Le remplissage, n'oubliez pas que c'est 10 ml par 10 ml par kilo. On ne fait plus 20 ml d'emblée et on peut le faire encore une fois à la seringue directement à la main si c'est urgent. Pour les culots globulaires et les plasmas, pareil, jamais de poche libre, donc du coup il faut faire un petit montage tout simplement. Là aussi vous prenez une tubulure à filtre, toujours, vous raccordez au bout un robinet, puis une autre tubulure qui va vers l'enfant. Le robinet, vous le reliez à la seringue, vous aspirez le produit dérivé du sang au niveau de votre seringue à partir de votre poche en fermant côté patient, et ensuite vous fermez côté poche et vous réglez votre débit directement sur le pouce seringue. Ou alors, encore une fois, vous avez une pompe volumétrique, mais les tubulures à filtre n'auront pas forcément les tubulures adaptées à votre pompe volumétrique. Vous avez une règle qui s'appelle la règle des 4-2-1 pour l'hydratation des enfants. Il faut 4 ml par kilo entre 0 et 10 kg, 2 ml par kilo entre 10 kg et 20 kg, et au-dessus de 20 kg, il faut 1 ml par kilo. Donc par exemple, un enfant de 14 kg, il lui faudra, donc on a dit 4 ml par kilo entre 10 kg, donc ça fait déjà 40, puis 2 fois 4, 8, il lui faudra donc 48 ml heure pour une hydratation standard. C'est important à savoir pour vérifier vos prescriptions. Attention aussi à la précision des pouces seringues si vous mettez de la noradrénaline. Le pouce seringue, il ne sera pas précis sur les 0,2, 0,3 ml par heure. Donc il vaut mieux privilégier des grandes dilutions qui vous amènent au-dessus de 1 ml heure en débit plutôt que des petites dilutions. Sauf pour les prématurés où là il faudra éviter de les remplir trop, donc il faudra privilégier des petites dilutions. Pour tout le reste des enfants, privilégier des grandes dilutions pour plus de précision. J'ai fait des vidéos dédiées à l'évaluation d'un enfant, n'oubliez pas du coup qu'il existe le CRC, comportement, respiration, coloration, qui vous permet de checker un enfant en moins d'1 minute et juste avec la clinique. J'ai fait des posts dédiés là-dessus, pour le coup il faudra une vidéo entière pour le détailler, et encore plus s'il faut vous détailler l'ABC. L'ABC c'est vraiment une méthode pour évaluer de façon complète et avec les éléments paracliniques un enfant dans une situation d'urgence. Il existe une formation qui s'appelle le RAMP, réanimation avancée en néonat et pédiatrie, que je recommande à toute personne qui est amenée à prendre en charge régulièrement des enfants en situation d'urgence. En tout cas, on peut préciser quelque chose, c'est que pour évaluer neurologiquement un enfant, le Glasgow ça peut être très compliqué, on utilise plutôt l'AVPU, Alert Voice Pain Unresponsive. Donc en gros, est-ce qu'il répond, est-ce qu'il est alerte tout simplement, est-ce qu'il répond à la voix, il répond quand on l'appelle, est-ce qu'il répond quand on lui fait un peu mal, ou alors
alors est-ce qu'il est aréactif complet, c'est-à-dire totalement dans le coma. Petit point également sur l'intra-osseuse, qui est le dispositif qui peut vous sauver la vie, parce que la différence de l'adulte, un adulte en arrêt cardiaque, vous allez pouvoir lui poser une perfusion. Un enfant en arrêt cardiaque, il va avoir une vasoplégie qui va être tellement importante que vous n'allez pas du tout pouvoir lui poser de perfusion. Un enfant qui est en arrêt cardiaque, il ne faut pas se poser la question, c'est une intra-osseuse directement. Un enfant qui est en état de choc décompensé, donc c'est-à-dire quand il y a un état de choc et qui a en plus une hypotension, pareil, il ne faut pas chercher à poser une perfusion trop longtemps. Si vous avez un échec de max, intra-osseuse, même si l'enfant n'est pas en arrêt cardiaque. Le site de l'intra-osseuse diffère de l'adulte et de la pédiatrie. Sur l'enfant de plus de 1 an, on va plutôt aller sur le plateau tibial externe ou interne, plutôt externe. Mais chez les nourrissons, donc les enfants de moins de 1 an, on va aller plutôt sur le fémur distal. Donc c'est-à-dire qu'on va aller proche du genou, parce que tout simplement ils n'auront pas beaucoup de muscles et de masse graisseuse, ils marchent pas encore, donc le fémur est très facile à atteindre, alors que le plateau tibial, c'est un peu petit pour la pose de l'intra-osseuse. On n'oublie pas, la pose de l'intra-osseuse, il faut être formé pour ça, mais vous n'avez pas forcément toujours des médecins qui sont à l'aise. Donc la règle d'or, c'est d'utiliser la perceuse, d'enfoncer comme vous enfonceriez une intramusculaire jusqu'à toucher l'os sans actionner la perceuse, c'est hyper important. Une fois que vous avez touché l'os, vous commencez à percer, et dès que vous avez une perte de résistance, comme quand vous percez dans du placo, vous arrêtez de percer, sinon vous allez créer une diffusion. Ensuite, vous désadaptez le trocar, un peu comme dans un cathéter classique, vous enlevez le guide, vous allez toujours avoir un guide métallique qui va rester dans la moelle osseuse, vous reliez votre petit raccord, et il faut toujours commencer par flusher 10 ml. Ça va permettre d'ouvrir les ostéoblastes, et c'est hyper important, et d'ailleurs c'est ça qui est douloureux. Une fois que vous avez flushé, injecté vos 10 ml de sérum physiologique de façon très rapide, vous faites un retour, et vous allez avoir ce fameux matière rouge qui correspond à de la moelle osseuse, qui vous indiquera que vous êtes bien dans la moelle osseuse tout simplement. Vous fixez, et ensuite vous pouvez injecter les mêmes médicaments que dans les veines. Mais je ferai un tutoriel dédié à l'intra-osseuse, c'est promis et c'est prévu normalement, enfin pour cette année, ça fait 1 an que j'en parle, mais c'est compliqué de trouver l'endroit et le matériel, les personnes qui acceptent de prêter leur matériel, parce que ça coûte un peu cher. Voilà, je pense qu'on a terminé avec ce premier épisode sur les conseils en pédiatrie. Dites-moi en commentaire si vous voulez d'autres conseils, et je ferai sans doute un 2e épisode. Comme d'habitude, n'hésite pas à t'abonner si c'est pas déjà fait pour soutenir le travail ici. N'hésite pas à partager cette vidéo auprès de tes collègues qui pourraient être un peu inquiets de travailler en pédiatrie ou d'être amenés à prendre en charge des enfants. Vraiment, là, il y a plein de conseils qui vous permettent d'avoir mieux confiance en vos capacités et du coup d'être plus serein en vous prenant en charge des enfants tout simplement. Je vous dis à la prochaine. Salut! I'm in a big house with people I don't know. There's a reason